Bonjour, bienvenue dans Mobility TV et aujourd'hui on va parler des suites d'Autolib puisque ce système qui a été, il faut le dire, le pionnier dans la capitale pour l'automobile en libre service, automobile électrique, eh bien s'est arrêté net l'été dernier, laissant la place à de nouveaux acteurs. Bonjour Sophie Ponsaillet. Bonjour. Vous êtes directrice des nouvelles mobilités chez Renault et bonjour Christian Serré-Anichini. Vous êtes directeur des services de mobilité de Free2move. Bonjour. Alors voilà donc ces deux acteurs, et pas que, parce que vous êtes quand même plusieurs, il y a des loueurs, on a les deux gros groupes français réunis ici pour parler de cela. Alors d'une manière un peu générale, où est-ce qu'on en est ? Alors d'une manière un peu générale, on est à l'écoute. Alors si on parle des ambitions de mon groupe sur les nouvelles mobilités, en fait, on s'y intéresse de près depuis longtemps parce qu'on sait qu'il y aura une grosse partie des véhicules immatriculés qui seront des véhicules partagés. On a des chiffres qui indiquent en moyenne en France, on aura en 2025 15% des véhicules immatriculés qui seront des véhicules partagés. Mais on peut vraiment... c'est fiable ces projections-là ? Il y a une vraie tendance d'évolution vers non plus la possession, mais vers l'utilisation donc d'une mobilité. Donc on est de plus en plus en tendanciel vers ces mouvements-là. Après, c'est vrai qu'en fonction de la densité de la population, on va arriver plus ou moins vite à des forts niveaux de partage de véhicules. Donc forcément, à Paris, on y arrivera beaucoup plus rapidement qu'en banlieue parisienne ou en province, dans des zones où la population est peu dense. Mais effectivement, on a ce rythme qui arrive vers nous et dans des horizons assez proches. Là, si la réglementation évolue plus vite que ce qu'on imagine, ça peut aussi s'accélérer plus rapidement. Point de vue partagé ? Point de vue partagé, où il y a une évolution extrêmement nette et une évolution, ce qui est intéressant, qui est vraiment globale. Dans tous les grands centres urbains, partout dans le monde, dans les pays développés, dans les pays en voie de développement, on retrouve le même trend, le même besoin. Et aujourd'hui, si on regarde simplement le marché de l'autopartage, puisque c'est le sujet qu'on aborde, la Chine est sans doute le pays le plus dynamique au niveau mondial et où ça se développe le plus rapidement. Qui l'aurait cru, puisque après des décennies de vélo on a découvert la voiture, c'est devenu le premier marché mondial pour les constructeurs, et là tout d'un coup on se dit tiens, on va plus posséder, on va pouvoir se la passer, j'allais dire. Voilà, mais c'est, je pense, représentatif d'un mouvement global qu'on observe partout et aujourd'hui il y a un gros marché qui se développe et auquel il faut proposer des solutions. Alors justement, on vous voit tous les deux, vous êtes plutôt de bonne humeur aujourd'hui et ça fait plaisir d'être là tous ensemble chez Mobility TV. En même temps, vous êtes concurrents. Est-ce que ça veut dire que on va se partager le gâteau ? Est-ce que ça veut dire que chacun y va du sien pour dire non, moi je vais imposer mes voitures par rapport à l'autre ? Comment est-ce que vous envisagez les choses ? On restera toujours concurrent, mais après, la concurrence peut être saine. Ça génère une bonne émulation aussi. Il faut qu'on soit les uns et les autres attentifs à proposer le meilleur service à nos clients. Les Parisiens sont orphelins de cette voiture Autolib qui, certes, avait été critiquée parce qu'elle avait été, dégradée, salie au fil du temps. Qu'est-ce que vous proposez à la place aujourd'hui ? Des voitures normales, des voitures forcément électriques, des voitures thermiques aussi ? Quelle va être la nouvelle donne ? Alors, en fait, sur le marché de l'autopartage, on va segmenter en trois parties. Il y a la très courte durée, la location très courte durée qu'on connaît déjà avec des systèmes comme Europcar, Avis, Hertz. Il y en a chez PSA. Il y a Renault Rent, la franchise du réseau Renault qui existe depuis près de 20 ans. Donc ça, c'est la courte durée. En général, c'est de 1 mois. Enfin, c'est 1 mois maximum jusqu'à 1 jour. Après, vous avez des systèmes qui permettent de louer de façon très courte et de façon dématérialisée les véhicules 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là, c'est plus quelques heures à 1 ou 2 jours. Et puis, le free floating qui arrive en France sur la partie véhicule. Et là, c'est plus quelques minutes à 1 heure, on va dire, environ sur l'utilisation. Donc, et en fait, sur cette dernière partie, plus on va vers des usages courts, plus la flotte doit être électrique 100%.
Voilà. Donc ça, là-dessus, on est sûr, ça va être que de l'électrique. Idem chez PSA ? Alors oui, nous ce qu'on souhaite, c'est effectivement répondre à cette demande des Parisiens. Je pense que Autolib avait été un véritable succès d'usage. Malgré tout, malgré ce que je disais, malgré les critiques, malgré... Il y a des tas de choses, effectivement. Il y a sans doute des choses qu'on peut gérer un petit peu différemment. Nous qui opérons des dispositifs en free float, en libre service, en Europe, aux États-Unis maintenant et en Chine, on a un certain recul là-dessus et on voit bien qu'on peut gérer de manière un petit peu différente, en particulier l'entretien et la propreté, qu'il n'y a pas de fatalité par rapport à ça. Ça, c'est vraiment ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça a été mal géré par le passé ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas d'éléments là-dessus. Je vais vous poser la question autrement. Ça veut dire qu'on peut le faire. On peut le faire. On peut maintenir des voitures qui sont utilisées quelques minutes par monsieur A ou monsieur B, on peut les maintenir propres. Absolument, et je pense que c'est un des éléments importants dans la proposition qu'on veut faire aux Parisiens, c'est vraiment d'avoir ce contrat de confiance. C'est quelque chose qui doit servir aux Parisiens, qui doit être en bon état, qui doit fonctionner tout à fait correctement, et c'est ça qui fera le succès de ces outils de mobilité. C'est avant tout pour servir les besoins de mobilité des gens que l'on fait ça, et que ça pourra trouver sa place dans tout le panel qui existe aujourd'hui. Sur les voitures électriques de PSA, on a les Citroën C0, c'est ça, voilà, et les Peugeot Ion, qui sont, pardonnez-moi, mais et je ne veux pas faire du tout de joute verbale ou iconique dans cette émission, mais par rapport à la Zoé, qui est une voiture moderne, ce sont des voitures un peu anciennes, un peu étroites d'ailleurs. Alors, ce sont des voitures qui sont extrêmement appréciées dans l'autopartage et dans le free float. C'est les véhicules qu'on opère aujourd'hui à Madrid et à Lisbonne. Donc, on connaît très bien la réaction. À Nice aussi, je crois, non ? Il me semble en avoir vu à une époque. Alors, elles existent à Nice, elles sont en disponibilité. Nous ne les opérons pas, c'est pas nous. Mais elles sont utilisées. Et ça montre bien, effectivement, que ce sont des véhicules qui sont très appréciés pour l'autopartage urbain à cause justement de leur gabarit. C'est un gabarit très compact et pourtant extrêmement pratique, puisque 4 places, 4 portes, avec un coffre, extrêmement maniable, très bon rayon de braquage. Donc on a des retours très très louangeurs de nos clients, c'est très adapté à cet usage-là. Et sur l'autonomie ? Et sur l'autonomie, je dirais que sur des usages courts, on a un petit peu moins besoin d'autonomie de plusieurs centaines de kilomètres. Donc ça correspond parfaitement bien à l'usage que peuvent en faire des citadins dans leur ville. Après, sur la manière de gérer l'autonomie, nous on s'en occupe. C'est l'objet de nos opérations et on se débrouille avec ça. Oui. Est-ce qu'il va y avoir aussi des véhicules, pas utilitaires, mais ou semi-utilitaires, si à un moment donné, j'ai besoin pour 20 minutes de transporter une armoire d'un point A à un point B ? Est-ce que vous y pensez aussi à cela, ou est-ce que c'est vraiment marginal ? Alors, on y pense, vous ne me contredirez pas, je pense, mais sur le free floating, pour avoir une vraie valeur pour le client, il faut qu'on ait une couverture territoriale avec un nombre de véhicules disponibles pour les clients qui soit assez conséquent. Donc, si on veut faire du véhicule utilitaire en free floating, vous l'avez dit vous-même, ça restera assez marginal comme besoin. Donc je pense que c'est pas forcément le free floating qui sera la bonne solution. Je pense qu'on sera plus sur des solutions comme Renault Mobility ou Renault Rent, ou en tout cas en station, qui seront des solutions adaptées pour avoir du véhicule utilitaire électrique, effectivement. Et on vient de lancer Master Z2 il y a quelques semaines, quelques mois, et donc on l'a testé avec des grands groupes et des startups sur la livraison dernier kilomètre, et c'est assez prometteur. Master, c'est plus grand qu'un Kangoo. Alors il y a Kangoo, Trafic, Master. Ah oui, Master, c'est vraiment très très gros alors. D'accord. Bon, comme ça au moins on saura. Sur le calendrier parisien, est-ce que on sait où on en est ? Est-ce que la mairie de Paris vous contacte en disant venez autour de la table, on va discuter ? On en est où politiquement ? En général, on va au-devant des mairies, des collectivités, des territoires pour échanger avec eux, pour inventer aussi... Chacun de votre côté ou parfois, pardonnez-moi, je ne veux pas violer de secret défense, mais parfois Peugeot, Renault se téléphone en disant tiens, on va y aller ensemble, peut-être qu'à deux, on va y arriver. Là-dessus, on va être assez clair, on ne se téléphone pas. Ouais. De toute façon, c'est pas du tout le sens de la concurrence qui existe sur le marché de la mobilité, le marché de l'automobile aussi. Je pense que là-dessus, il faut être assez clair. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on est concurrent
concurrents. Ouais. Il y a un certain nombre de concurrents sur le marché. Je pense que c'est une concurrence saine parce que ça apporte plusieurs options pour le consommateur. Enfin, sur un marché qui n'est pas défini et qui est un petit peu, pardonnez-moi, en branle, c'était peut-être aussi une... Pour la mairie de Paris, par exemple, on a été conviés à plusieurs reprises à participer à des réunions organisées par la mairie de Paris, mais la mairie a convié tous les opérateurs. Tous les acteurs. Voilà. Donc, mais vous parlez au passé, ça veut dire qu'il n'y a plus de ces réunions-là ? Là, maintenant, on est dans le concret. Nous, on a lancé les solutions de free floating fin septembre. Donc là, on a 220 véhicules qui sont sur Paris et l'objectif de 500 à la fin de cette année sera atteint. Avant le 31 décembre, on aura 500 véhicules électriques dans Paris en free floating. Et pour Free to Move ? Alors pour Free to Move, on a annoncé déjà qu'on lancerait avant la fin de l'année aussi, avec aussi plus de 500 véhicules électriques dans Paris. Donc voilà, on est en train d'y travailler, c'est en cours et ça va arriver assez rapidement. Qu'est-ce qu'on fait des bornes ? J'entends tout et n'importe quoi, et j'entends surtout que les bornes Autolib ne sont plus du tout compatibles avec les véhicules que vous allez utiliser les uns les autres. Alors, sur ce sujet, la mairie de Paris est en train d'y travailler. Je pense que c'est clairement de leur côté que se situe l'opération maintenant que Autolib s'est retiré. L'opération des bornes est vraiment entre leurs mains. Donc c'est quelque chose qui pourra jouer son rôle. Ça peut être important, évidemment, ce réseau de recherche publique. Ça veut dire que les constructeurs ne prennent pas du tout part à l'infrastructure des bornes. Le système de recherche, en tout cas nous, le système qu'on a mis en place avec notre partenaire ADA sur le système de free floating donc, qu'on a mis en place sur Paris, fait en sorte qu'on on est autonome. On n'a pas besoin des bornes ex-Autolib. D'accord. Donc on part du principe que la voiture ne se recharge pas. Le système Moving Paris by Renault qu'on a mis en place avec notre partenaire ADA fait qu'on est autonome. Alors expliquez-moi comment est-ce que vous pouvez être autonome. On a des bases arrière, mais qui ne sont pas loin, parce que l'idée, c'est d'être au plus près possible des opérations, où on prend les voitures quand elles ont besoin d'être rechargées, et en même temps, on les nettoie, pour faire simple. Très bien. Et vous, en revanche, vous comptez, entre guillemets, un petit peu sur la collectivité parisienne pour mettre en place des bornes ? Bien évidemment, on utilisera tout ce qui est disponible parce que c'est évidemment fort pratique, des réseaux publics de recharge, c'est au plus proche des véhicules, au plus proche des clients, donc, mais on est organisé aussi pour pouvoir être complètement autonome et délivrer le service aux gens, quels que soient les plans qui sont faits par rapport à ce réseau-là. Aujourd'hui, si on regarde une ville comme Madrid, dans laquelle on a une opération aussi avec 600 véhicules électriques, c'est une ville où il n'y a quasi pas de bornes publiques en surface et on opère le service sans demander d'une quelconque manière aux clients de recharger la voiture. Donc on a effectivement des modes d'opération totalement autonomes où on se débrouille pour réussir à mettre à disposition le véhicule au client, et le client n'a pas à s'occuper ni de la charge du véhicule, ni du prix du parking, ni de son assurance, ni d'aucun élément comme ça. Le client utilise le véhicule, paye son trajet et laisse le véhicule sur la voirie. Et là, typiquement, à Madrid, nous sommes aussi concurrents. On opère aussi avec Zity à Madrid. De la même façon. Voilà. Et alors justement, vous disiez les places de parking. Là-dessus, il y a une évolution. On garde les mêmes, on recommence. Vous prenez les places de stationnement d'Autolib ou qu'est-ce qui va se passer ? Comment est-ce que ça va être plus large. Le système Autolib était vraiment exclusivement sur des places dédiées. Ouais. Donc ces places dédiées vont pouvoir être qui ensuite étaient squattées d'ailleurs par d'autres voitures électriques. Donc alors squattées, je pense pas que c'était squatté. C'est les véhicules électriques qui pouvaient accéder à la recharge. C'était une boutade, voilà. Cher ami. Bon, donc c'est les places en fait vont, ou en tout cas une grande partie des places pouvoir être utilisées. Mais je pense que la nouveauté, c'est que le système qu'on va proposer utilise aussi toutes les places, je dirais normales de voirie, les places payantes. Voilà, qu'on voit partout dans Paris. Oui, et donc, on peut mettre un disque en fait quand on a une voiture électrique particulière. Il y a des règles particulières effectivement de stationnement, mais donc ça veut dire que pour l'utilisateur, c'est une plus grande flexibilité. Il va pouvoir se garer à beaucoup plus d'endroits différents, beaucoup plus proches des endroits où il va. Est-ce que vous pensez, l'un et l'autre, que le développement du free floating avec ces véhicules électriques va également donner l'envie, l'appétence aux consommateurs d'acheter des voitures électriques en zone urbaine et puisqu'on parle de Paris, à Paris?
Encore plus. C'est indéniable que c'est une bonne manière pour les gens d'essayer les véhicules électriques. Les véhicules électriques ont encore une part de marché assez limitée. Tout le monde n'en a pas essayé, tout le monde ne s'est pas encore projeté dans l'utilisation d'un véhicule électrique. Et je pense que tout un chacun va se rendre compte que ce sont des véhicules extrêmement agréables à conduire, en fait, assez vifs, silencieux. Donc oui, ce sera une bonne occasion de pouvoir pousser ces nouvelles formes de voitures. Ça veut dire que chez PSA, on travaille quand même à de nouveaux modèles électriques prochainement. Absolument. On ne va pas rester sur la C0 et sur la Ion. C'est très très clair. On travaille là-dessus et ça va arriver très bientôt. Quels sont vos autres concurrents dans cette agglomération parisienne? On a au début, c'est-à-dire au moment où Autolib mettait la clé sous la porte, avec les conséquences qu'on sait, on a eu un déferlement des constructeurs également allemands. Est-ce que BMW, est-ce que les autres qui voulaient être partie prenante sont présents? Comment est-ce que ça va se passer? Pour l'instant, moi, j'ai pas d'informations particulières sur leurs éventuelles arrivées sur Paris. Ouais, donc pour l'instant, pas de nouvelles là-dessus. Il y a donc Peugeot, Renault et non pas les filiales, mais en tout cas les marques connexes qui vont se partager le gâteau. On peut schématiser comme ça? Le gâteau, il y a quand même une courbe d'apprentissage sur le free floating. On a des expériences dans d'autres villes où la population est habituée à ce système de mobilité. Je pense il faut qu'on ait une courbe d'apprentissage, nous, en tant qu'opérateurs, mais aussi les Parisiens, les utilisateurs. C'est assez nouveau. Ils étaient, pour certains, utilisateurs d'Autolib. Là, on leur demande de fonctionner autrement. D'autres n'étaient pas utilisateurs d'Autolib. Ils essayent aussi. On est vraiment sur un système qui est nouveau pour le client. Et donc, il faut aussi prendre le temps de l'écouter et de progresser avec lui. Nouveau, c'est très important ce que vous dites, parce que ce n'est aucunement comparable avec ce qu'était Autolib. C'est nouveau. Ouais, c'est nouveau. Pas le même système. C'est aussi bien, mais c'est peut-être quand même plus souple. C'est sans doute, on pourrait dire, un peu la version 2.0 de l'autopartage par rapport à un système Autolib, et encore une fois, qui a eu un beau succès d'usage, mais qui était assez contraignant du point de vue de l'utilisateur, le branchement, les places spécifiques, etc. Donc lié à un système un petit peu lourd. Je pense que ce qu'on apporte aujourd'hui, c'est un système beaucoup plus flexible, beaucoup plus léger, beaucoup plus dans l'instantanéité de consommation, et qui doit vraiment, je pense, trouver sa place sur le marché à Paris, parce qu'on a vu que les Parisiens avaient besoin de ces trajets courts et de pouvoir se déplacer facilement dans la ville. Est-ce qu'il ne manque pas, j'allais dire, de la publicité, de la résonance, un flagship quelque part? Je constate que les gens ne sont pas au courant qu'il y a plus de 200 véhicules Renault en circulation dans Paris. Ils commencent à le savoir et après... ça n'a pas été un retentissement comme Autolib en disant « Attention, voilà Autolib, on va vous mettre des voitures en partage ». Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ça? Parce qu'on a une courbe d'apprentissage, il faut pas être prétentieux, il faut y aller pas à pas. Il y a une courbe d'apprentissage. On a quand même fait le 10 octobre. De la concurrence. Le 10 octobre à 10h10, quand on a lancé quand on a mis les premières voitures dans Paris, je pense qu'on a eu quand même un retentissement médiatique qui était assez conséquent. On pourra peut-être mieux faire. On est peut-être d'ailleurs en train de préparer quelque chose. Ah. Voilà, sûrement, en train de préparer quelque chose. Mais après, il y a une courbe d'apprentissage, effectivement, et ça nous a permis aussi de ne pas arriver d'un coup en mettant plein de voitures dans Paris et sans trop savoir comment les Parisiens allaient les accueillir. Parce que c'est ça aussi le scandale, je mets des grands guillemets sur scandale Autolib, c'est que ça vous a échaudé. Quelque part, non, je pense pas. Manière. Moi, je suis plus sur on n'est pas. Vous avez peur de l'échec ? Non, on n'a pas. C'est pas du tout. On n'a pas peur de l'échec. C'est juste que le système est nouveau. On a sur les systèmes d'autopartage, on connaît très bien la courte durée. On connaît bien la très courte durée. Là, on est vraiment sur de l'ultra court. Et l'ultra court en France, à Paris, c'est pas forcément quelque chose que les Parisiens ont l'habitude d'utiliser. Donc on est plus sur l'écoute du client, comment on va évoluer aussi par rapport à son besoin, et comment nous, on va appréhender cette nouvelle façon de travailler. Et simplement. Après ce mois d'existence à Paris, quels sont les premiers bilans, quels sont les premiers ajouts? Positif,
très positif. On est dans une belle courbe d'acquisition client. Et quand vous parliez tout à l'heure de la propreté des véhicules, on a mis en place un système en début et en fin de location qui est assez rapide et simple, qui permet à l'utilisateur de contrôler que sa voiture, il la prend dans un bon état, il la rend dans un bon état, et ça marche plutôt bien. Et on a très très peu de retours de personnes qui disent « Ah, c'est lourd ». Pourtant, c'était quelque chose que on nous prédisait comme étant négatif. Voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on évolue. Est-ce que ça veut dire que le client, le Parisien, a compris que finalement ça lui était bénéfique de laisser une voiture en bon état, une voiture propre? Je pense qu'il y a eu aussi un apprentissage côté client. Non, je suis assez convaincu que les Parisiens ne sont pas très différents des autres gens. Il n'y a pas de raison qu'à Madrid, on arrive à garder des véhicules propres, à Lisbonne pareil. Pardonnez-moi, mais il y a quand même une... Voilà, il y a des pays où on est respectueux, on parle souvent des pays nordiques. Alors je ne sais pas si vous avez des expériences là-bas, et on sait que les pays latins sont un petit... Bon, après c'est peut-être des... Alors justement, je pense c'est... Mais là en l'occurrence en Espagne... Bon. Voilà, on a à la fois l'Europe du Sud, l'Amérique, la Chine. Je pense qu'on a un panel quand même assez diversifié. Et à chaque fois, je pense qu'on a des expériences où on voit des choses significativement différentes de ce qu'on a connu avec Autolib. Moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité à Paris et que les Parisiens... sont parfaitement aptes à faire comme partout ailleurs dans le monde. Bon, écoutez, merci beaucoup à Renault, à PSA d'avoir été avec nous, et Car2Go qui arrive au 1er janvier prochain et qui, bien sûr, changera un petit peu la donne dans le paysage. Merci beaucoup.